Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être à La Rochelle avec Nadalette Lafontaine-Six. Comment vas-tu, Nadalette? Extrêmement bien, en bonne compagnie avec Anne Sarkassian, et c'est un vrai bonheur que nous devons à Edith Lassia. Oui, c'est vrai. Coucou Edith Lassia qui nous a mis en relation. Et donc, c'est une nouvelle rencontre. Et puis, ben, voilà, moi, je suis ravie de cette rencontre avec toi, de cette amitié qui démarre. Et j'avais envie de vous la présenter parce qu'elle est auteure d'un livre, Le roseau penchant. Et puis surtout, c'est pour ça qu'on fait l'interview là, c'est pour parler d'un TEDx qui s'appelle Je ne veux pas crever. Oui, quelle chance. Un premier TEDx en 2018. Et puis là, quand même, on passe au message sérieux, c'est-à-dire qu'en effet, je vous te le confirme, je ne veux pas crever. Prenons-le quand même comme une métaphore. Ce Oui. que j'essaie de dire à travers ce TEDx qui a été tourné par TEDx Arts et Métiers Bordeaux, c'est que, et qui vient pour moi en suivi, quelque part en poursuite par rapport à mon premier TEDx qui s'appelait Rien ne nous arrive par hasard et qui a fait quand même 1 800 000 vues. Donc, Ok. je souhaite, je ne veux pas crever une grande vie comme le premier. Oui. Et en fait, par ce TEDx, je veux dire, oui, je ne veux pas crever, mais surtout, je sais que je vais mourir. Et ne pas crever, c'est donner du sens à sa vie. Hmm. Et aujourd'hui, plus que jamais, cela me semble un message essentiel, puisque on a tous vécu ces 2 années de confinement, de terreur, de relations nouvelles à la souffrance, à la maladie, à la mort, que pour partie, moi, j'avais déjà vécu. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler et de dire à tous que ben, mon Dieu, on ne va pas s'arrêter à ça. Oui, il y a un épiphénomène dans nos vies qui nous a fait nous arrêter, réfléchir, souffrir, ne pas vivre un certain nombre de choses. Mais la vie, c'est un cheminement et ça fait partie de notre cheminement. Et il y a autre chose qui nous attend derrière. Hmm. Donc, à quel moment tu t'es dit, toi, je ne veux pas crever? Oh, je crois que je me le suis dit le premier jour de ma vie. En fait, le premier jour de ma vie a été un jour double. Ça a été le jour de la naissance et de la mort de mon jumeau. Hmm. Et quand on est quand on est quand on perd la partie peut-être la plus essentielle de soi-même, on se dit que cette vie qu'on vient vivre pour deux personnes, il faut qu'elle ait un sens. Et on se dit aussi qu'on est toujours sur ce fil de fer vis-à-vis de la vie où on peut crever, c'est-à-dire on peut mourir, mais surtout mourir sans avoir donné la moindre matière, la moindre signification, le moindre amour à son existence. Et ça, c'est juste impossible. Donc, en bonne survivante, j'ai un sens aigu de l'importance de la vie, de l'importance d'abord de survivre, puis de vivre, et que par conséquent, je souhaite trouver et partager avec d'autres les quelques fils que j'ai pu développer pour donner à ma vie, à nos vies, une lumière, un optimisme, une reconnaissance, une gratitude qu'elle mérite. Donc, en tout cas, ta vie, ça a été difficile, une enfance difficile, hein. Après une adolescence et une vie de jeune femme avec beaucoup de joie, beaucoup d'expérience, beaucoup de voyages, une vie professionnelle vraiment que tu as aimée, jusqu'au moment d'un drame, hein. Alors, ça a été une vie de cheminement, c'est-à-dire qu'en fait, jeune femme, pour réussir dans la vie, parce que je croyais qu'il fallait réussir et que riche et heureux, c'était synonyme, ce qui était quand même une erreur assez fatale. En fait, j'ai endossé des personnages, j'ai endossé des rôles, j'ai été des personnages, je me suis pliée à mon époque, à ce qu'il fallait pour réussir professionnellement. Et là-dedans, je me suis un petit peu perdue. Donc, dans cette perte de moi-même, il y a eu une perte certes morale, mentale, intellectuelle, puisque mon rêve était d'être écrivain, qu'il m'a quand même fallu 60 ans pour y arriver. Et donc, on peut dire que pendant les 60 ans, j'ai attendu d'être moi-même. Mais en même temps qu'il y avait cette perte, il y avait une perte physique, c'est-à-dire que comme j'étais dans la toute-puissance et que je voulais absolument créer autour de moi, et surtout pour mes proches, un univers fantasmagorique et merveilleux, moi, je me suis complètement oubliée. Et mon corps, dans la force que j'ai mis à vivre, sans respect de moi-même, sans respect de mon corps, sans m'écouter, a lâché, c'est-à-dire que c'est mis en place une double scoliose qui
d'une petite scoliose d'adolescente de rien du tout, est arrivée quand j'avais 59 ans à 73 degrés de double scoliose, donc il n'y avait plus qu'une solution, ce qui est l'arthrodèse. Et c'est ce que je raconte dans mon premier TEDx, cette arthrodèse qui est en fait de mettre deux vis de métal et des tiges de titane autour de ma colonne et me redresser. Alors là, parfait, je suis droite aujourd'hui. Sauf que dans l'histoire, en 2014, en fait, ma colonne vertébrale a été, ma moelle épinière a été lésée, je suis devenue et je suis paraplégique. Je n'ai pas été totalement contente du voyage, inutile de te dire, et ça a fichu un bazar, un monstre dans ma vie professionnelle, personnelle, familiale, etc. Et aujourd'hui, si on me rencontre dans La Rochelle, on reconnaît aisément, en me voyant avec 2 cannes, trébuchant et devant sortir accompagné. Et c'est sûr que bon, c'est un handicap que je vis maintenant depuis 7 ans, mais ce handicap, allez, tape, on se dit qu'il y a une bonne chose derrière tout, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré tout le deuil qu'il m'a fallu faire et le travail que j'ai dû indéniablement faire sur moi-même, m'a permis de réaliser le rêve de mes 18 ans, c'est-à-dire de devenir écrivain, m'a permis de devenir conférencière avec ce TEDx que j'évoquais, mais aussi d'autres. Je suis été sur la scène du Zénith, sur la scène de l'Olympia, pour des conférences, etc. Et puis de porter un message de tolérance, d'ouverture, de respect de soi, parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne commence pas par s'aimer et se respecter soi-même, que je développe de plus en plus à travers des articles, des livres, comme Le Roseau penchant, mais bien d'autres qui sont à venir. Et puis, en effet, c'est TEDx. Et c'est vrai qu'on était en plein confinement, le 18 mars dernier, quand TEDx Arts et Métiers Bordeaux m'a téléphoné en me disant, écoutez, voilà, dans 10 jours, il y a un TEDx, on a un orateur qui nous a lâché, est-ce que ça vous dit? Écrire un TEDx en 10 jours, Anne, c'est pas complètement une partie de plaisir ni de repos. Donc, en fait, heureusement, ce texte me travaillait violemment depuis 1 an, donc il est sorti avec beaucoup de passion. Mais il a fallu, en effet, non seulement qu'il sorte, mais que je l'adapte au format TEDx, que je l'adapte au message qu'il devait véhiculer, et surtout que je l'apprenne. Et c'est là que ça a été beaucoup plus costaud. Et puis, beaucoup de gens autour de moi, à la fois me soutenaient, mais me disaient, mais écoute, tu es folle, on est en plein confinement, tu auras une salle sans personne, sans public, et comment tu vas trouver énergétiquement le retour de faire un TEDx sans public, ce qui est une réalité, ce qui est une difficulté. Mais quelque part, je sentais que c'était le moment où il fallait que ce texte sorte. Donc, aidée par une amie, j'y suis allée. J'y suis allée. J'ai même eu l'audace de dire, écoutez, là, les copains, ça ne va pas le faire, que les questions mémoire, donc s'il vous plaît, laissez-moi quelque part un prompteur pour que je ne me casse pas complètement la gueule. Et c'est vrai que ce TEDx, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une virgule que je n'ai pas ressenti dans ma chair et dans mon cœur, et il part de très profond de moi-même, sur des messages auxquels je crois, sur ne pas ouvrir aux malfaisants, ne pas ouvrir aux négatifs, ne pas ouvrir à ce que j'appelle les dégueulants. Et Dieu sait si actuellement on est envahi par des dégueulants de tous bords, complotistes en grand genre, et qui n'ont au fond aucun intérêt autre que de développer et diffuser leur haine, et surtout leur haine de soi. Donc tout ça ne fait pas, et je dis, commençons par nous aimer et nous respecter nous-mêmes, devenons des Jedi, soyons notre propre maître et notre apprenti. Bon, j'avoue que j'ai un petit prisme et une grosse faiblesse pour Star Wars, mais et soyons tous des Jedi les uns pour les autres, et on peut créer un autre monde. Je ne dis pas un monde meilleur, parce qu'il y aura forcément dans le monde que nous allons créer des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher, mais un monde qui ait du sens, un monde auquel on croit, un monde qui soit plus ouvert aux autres, plus généreux, plus tolérant et surtout plus inclusif. Et puis, la force aussi de ce TEDx, c'est de te voir debout. Donc, il y a 7 ans, tu étais complètement à l'horizontale. On t'a dit que tu ne remarcherais jamais, que tu étais complètement paraplégique. Et puis, finalement, tu es debout. Et là, tu as tenu à être
debout pour faire passer le message. C'était important pour toi, ça. C'était important. Le premier TEDx, j'étais rentrée avec une canne et la main du maître de cérémonie parce que c'était vraiment trop château-branlant. Et là, je m'étais décidée à rentrer seule avec mes deux cannes parce qu'il faut savoir qu'on a quand même besoin, quand on a besoin de béquilles, on a besoin de béquilles. Et je suis rentrée seule sur scène. Je me suis installée, j'ai posé mes béquilles et j'ai parlé debout sans peur au ventre. C'est-à-dire que je savais que j'allais pas me casser la figure. Mais c'était bon, c'est vrai que c'était un TEDx particulier parce que on cherche quand on donne un texte, surtout un texte qui vous habite, le regard d'un public, l'émotion, le partage, cette communion. Et là, il y avait pas de communion puisqu'il y avait qu'une équipe technique dans la salle. Mais la foi s'est déplacée des montagnes et pallier à tout. Oui. Du coup, c'était vraiment important pour toi, en tout cas, maintenant, bah, tu es devenue, tu es écrivaine, et bon, donc tu as fait 2 TEDx, donc transmettre maintenant, hein, par l'écriture, par ces conférences. Donc à quel point ça t'anime, ça, C'est cette étonnant. envie de transmettre, ce besoin, en fait, de transmettre, ton parcours et à travers ça, et ben, les messages, pour le grand public? Ben, il y a d'abord quelque chose que j'ai découvert en tant qu'écrivain avant que le TEDx, c'est que c'est le retour des lecteurs. Et là, c'est fabuleux quand les gens te disent écoutez, il y a ça, et tu t'attendais pas du tout à que ce soit ça, qui me parle. Et pour tout le monde, c'est quelque chose de différent. Et merci, ça m'a aidé, merci, ça m'accompagne dans tel moment de ma vie. Ce livre est important pour moi. Et puis ensuite, après le TEDx, c'est vrai qu'avec 1,8 million vues, il y a eu des retours. Il y a eu des retours méchants, c'est pas grave. Mais il y a eu des retours formidables, que ce soit sur YouTube ou par mail ou sur les réseaux sociaux. Et quand les gens te disent, Madame, ah, c'est vous. L'autre jour, c'était amusant. J'étais dans un hôtel à Bordeaux et j'allais avec le basque, donc vous voyez, bon, mais quand même les cannes. Et j'arrive et la fille me dit, mais je vous connais. Bon, elle avait 30 ans, il y avait quand même fort peu de chances qu'elle me connaisse. Et je lui dis oui, peut-être. Elle me dit ah oui, j'ai vu votre premier TEDx, c'est formidable. Ça m'a aidé à réfléchir à une période de ma vie. Puis elle me dit quelque chose d'assez intime. Et j'ai été bouleversée. Et c'est ce genre de rencontres, ou de mails, ou de messages, c'est par milliers que je les compte. Donc, et à chaque fois, en fait, les gens progressent, les gens évoluent, mais moi aussi, je progresse et j'évolue. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas une conférencière qui va te répéter 15 000 fois la même conférence. Ça ne m'intéresse pas. Très clairement, je ne le fais pas. Par contre, à chaque conférence, je vais pousser le bouchon un peu plus loin, alors, ou un petit peu, ou énormément quand je change de braquet, comme ce deuxième TEDx, ou quand je passe quand j'élargis le champ de ma réflexion et que je vais plus loin. Mais à chaque fois, avec mon public, parce que je ne serais pas là si vous n'étiez pas là. Oui, c'est ça. Et c'est quand même quelque chose de formidable, ce lien qu'il y a entre nous, et je vous en remercie. Avec mon public, on vit quelque chose ensemble. C'est la joie. Ok. Et est-ce que tu pensais, enfin non, donc tu n'imaginais pas quand même avoir ce succès et puis ce média pour pouvoir transmettre les beaux messages? Ah non, pas du tout, parce que en fait, j'étais une femme de l'ombre. Oui. Donc, je savais manipuler les gens, les mettre en valeur, faire ce que tu fais admirablement, etc. Mais moi, caché. Et le jour où j'ai accepté de ne pas remettre dans mon disque dur le livre que j'avais écrit et de l'offrir au monde, en fait, à partir de ce moment-là, tout s'est ouvert, tout le champ des possibles. Et le TEDx, je ne suis pas allée le chercher. C'est une amie qui m'a mis entre les mains de TEDx et Women, de même que Bordeaux, c'est eux qui sont venus me chercher, de même que Éclore et le Zénith, même chose. Et en fait, en ce moment, ne se font que des choses qui sont justes et naturelles. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine que j'aille m'énerver à aller chercher quelque chose. Le moment où j'ai un bouquin qui se prépare, soit avant, soit après, il y a un éditeur qui arrive. Le bon éditeur. Les conférences, c'est la même chose. Elles viennent et elles viennent à la fréquence qui est bonne pour moi. C'est-à-dire qu'en effet, bon, j'ai l'âge que j'ai et j'ai le handicap que j'ai et je peux pas être sur toutes les routes de France toutes les semaines pour aller donner une conférence. Donc,
je suis sélectionnée ou je sélectionne par des moments et des organisations où je peux donner le meilleur de moi-même. Et j'en suis heureuse. Et j'ai cette chance. Et j'en Mmh. suis très pleine de gratitude. Mmh. Alors, quel conseil là, tu pourrais donner à nos auditeurs? Bah, déjà, moi, j'espère que vous allez regarder le TEDx, on va vous mettre le lien juste en dessous. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont en inquiétude, à ceux qui sont bah, à pas savoir quoi faire, à pas savoir quoi mettre en place, à être dans leur zone de confort et puis en même temps avoir une envie, mais être comme ça dans ce sas de, tu vois? Je vois, je vois. Ni regret ni remords. D'abord, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est ce que vous pouviez faire, ce que vous pouviez faire de mieux pour vous-même. Alors, remerciez-vous-en et n'ayez aucun regret ni remords. C'est totalement non productif. Et puis, à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez un cheminement à faire. Eh bien, faites-le, faites vos deuils, faites vos choix. Entendu, quand on fait un choix, on abandonne certaines choses. Donc, ça, vous allez avoir des pertes ou des choses que vous n'allez plus pouvoir faire, mais d'autres qui vont s'ouvrir. Et surtout, respectez-vous, aimez-vous totalement, parce que si vous n'en aimerez l'autre, mais que davantage, et l'autre ne vous demande pas d'être son sauveur, c'est très bien se sauver soi-même. Occupez-vous de vous. Bah, merci Merci beaucoup. à toi, Anne. En tout cas, et ben voilà, je voulais, c'est une petite interview courte, on en fera probablement Avec d'autres, joie. hein, pour vous inviter à regarder le TEDx et puis ceux de ma communauté qui ne connaissent pas encore Nadalette, et ben, de la découvrir. Voilà, on vous dit ben, passez une belle fin de journée. Merci de nous avoir écoutés et à tout bientôt. À très vite, on vous embrasse. Merci Nadalette.